C'est un moment très important pour le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des services qui concourent à la sécurité des Français. Sécurité avec un S, sécurité au sens où nous l'entendons évidemment, sécurité, lutte contre la délinquance, mais également sécurité civile. On a vu à quel point cet été les Français étaient de plus en plus inquiets des difficultés qui pouvaient naître évidemment d'un mauvais modèle de sécurité civile. Sécurité cyber, on voit bien à quel point l'actualité nous pousse à réfléchir à ces sujets très importants. Sécurité et intérieure, puisque nous avons aussi des dispositions, messieurs les rapporteurs, vous l'avez constaté, sur l'organisation territoriale de l'État, le rôle des préfets, des sous-préfets, des agents de préfecture dans l'action de ce ministère. Le hasard, mais pas totalement le hasard, veut que le calendrier de ce texte ici arrive en même temps que la loi de finances à l'Assemblée nationale, puisque cette loi de programmation prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires sur les 5 ans à venir. Ces 15 milliards d'euros, la programmation du texte de loi que nous vous présentons va de pair avec la loi de programmation des finances publiques et la loi de finances pour l'année 2023 qui prévoit bien l'augmentation de ces 15 milliards d'euros. Si j'oserais dire, c'est une loi d'orientation qui est déjà concrète puisque le Parlement votera en même temps les crédits, nous l'espérons, dans la Chambre basse et demain, je l'espère, dans la Chambre haute. Pourquoi une loi de programmation du ministère de l'Intérieur? Parce que nous avons considéré que les enjeux qui sont devant nous, qui sont devant le peuple français, méritaient, comme pour nos amis militaires, une loi de programmation à une échelle assez longue, 5 ans, qui n'a jamais eu d'expérience précédente dans l'annale du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que auparavant, il y a eu des LOPSI, des lois d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, et il n'y a jamais eu de LOPMI, pardon pour ce jeu de mots, de programmation de l'ensemble du ministère de l'Intérieur. Et si les LOPSI précédentes ont permis de faire évoluer la sécurité intérieure, la première notamment en faisant venir l'image et la vidéosurveillance lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, la deuxième en revoyant la façon dont on organisait la sécurité publique dans le cadre de la RGPP, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, le ministère de l'Intérieur n'a jamais connu sur 5 ans des programmations budgétaires importantes qui lui permettent non pas de répondre aux problèmes ici et maintenant, qui évidemment concerne chacune et chacun d'entre nous, le ministère et le ministre de l'Intérieur en premier lieu, la délinquance au coin de la rue, le point de stup qu'on n'arrive pas à résorber, la personne qu'il faut accueillir dans le commissariat, mais bien réfléchir à demain, c'est-à-dire aux crises de demain. Et mesdames et messieurs les sénateurs, je veux ici défendre le texte en évoquant les 5 crises auxquelles ce texte essaye de répondre en y mettant, après ce constat, des stratégies et des moyens budgétaires. La première des crises qui est devant nous et qui est toujours persistante, c'est la crise terroriste. Je veux redire ici devant la Haute Assemblée que la menace terroriste est extrêmement prégnante sur le territoire national, dans tout le monde et le monde occidental en particulier, mais en France bien évidemment. Je ne reviendrai pas sur les causes de cette menace terroriste en France, elle a beaucoup de raisons, mais nous devons constater que si nous avons déjoué plus de 39 attentats depuis que le président de la République est président de la République, les informations qui nous parviennent, les analyses de ce qui se passe dans d'autres pays et sans doute la prospective qui doit naître d'un grand ministère comme celui du ministère de l'Intérieur évoquent le fait que cette menace terroriste est d'autant plus prégnante qu'elle se modernise, qu'elle se technologise. Et il peut être farfelu devant vous d'évoquer le fait que les attentats de demain ne seront pas simplement des attentats commis avec une arme dans une salle de spectacle ou avec un couteau en dehors d'une boulangerie, mais par un drone chargé d'explosifs qui pourrait foncer sur une foule et créer ainsi, comme sur les théâtres d'opérations extérieures, la terreur, comme nous la connaissons malheureusement sur d'autres armes dites plus traditionnelles. Et c'est le travail du ministère de l'Intérieur que de prévoir l'acte terroriste de demain. Cet acte terroriste de demain, c'est notamment la façon dont la loi de programmation met des moyens extrêmement importants pour pouvoir répondre à l'intervention des forces de police et de manière générale de l'État, alors que ces réseaux radio, par exemple, sont extrêmement éculés. Monsieur le rapporteur, vous avez accepté que le gouvernement dépose en séance un amendement qui prévoit en dur, si j'ose dire, l'ordonnance qui était prévue pour le réseau radio du futur. C'est 2 milliards d'euros que nous vous demandons dans la programmation du ministère de l'Intérieur pour que demain, l'ensemble des forces de sécurité, l'ensemble des administrations qui concourent à la sécurité des Français aient un seul et unique réseau radio
capable d'intervenir en images et en son partout sur le territoire national et qui, indépendamment des attaques, quelles qu'elles soient, fonctionnent et permettent à la sécurité civile, comme aux politiques d'intervention type RAID, PRI ou GIGN, d'intervenir avec un seul réseau de communication. Des sociétés françaises ont gagné ce marché, je peux désormais le rendre public, notamment la société Airbus, qui fait partie de celle qui a gagné ce grand marché public que nous avons lancé, que nous espérons concret avec la loi évidemment votée. Et il est évident que la crise terroriste de demain fait naître évidemment un travail d'anticipation, la lutte anti-drone dont nous devons désormais nous prémunir, mais également de communication, c'est le cas du réseau radio du futur. La deuxième crise que je voudrais évoquer ici, c'est une crise d'ordre public. Chacun a pu constater à la faveur de la crise des Gilets jaunes que les manifestations de papa étaient terminées. C'est fini du temps où les préfets ou les ministres de l'Intérieur se mettaient d'accord éventuellement avec des grandes organisations syndicales, avec un service d'ordre organisé, et se mettaient d'accord sur les chemins, même s'il y avait plusieurs millions de personnes qui manifestaient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, soutenons-le. Et finalement, avec des policiers aguerris, puisque l'ordre public est un métier, qui n'est pas un métier fait par d'autres policiers que ceux qui sont formés à l'ordre public, pouvaient répondre à ces manifestations nombreuses sans qu'il y ait des débordements qui soient au-delà de l'acceptable. Chacun désormais a vu que les manifestations sont spontanées, numériques, difficilement chiffrables, sans organisateur ou si peu déclarées, avec bien évidemment une multiplicité de manifestations sur le territoire national, alors qu'évidemment les villes moyennes ou les villes plus petites ne connaissaient pas ce qu'ont connu tous les samedis des Gilets jaunes des années précédentes. L'une des difficultés de ces manifestations venait du fait que nous ayons un service de renseignement peu organisé, en tout cas peu organisé pour comprendre ces manifestations nouvelles, qui touchent d'ailleurs l'ensemble du monde occidental et pas simplement bien sûr la France, et du nombre de policiers qu'il manquait, spécialistes dans l'ordre public, pour organiser ces manifestations. Je suis bien malheureux obligé de constater que 15 escadrons de gendarmerie mobile et de CRS ont été supprimés ces 20 dernières années. Et lorsque la crise des Gilets jaunes est venue, les nombres de policiers spécialisés dans l'ordre public, qui demandent un entraînement, qui demandent un matériel, qui demandent un nombre et une stratégie particulière, étaient peu nombreuses. Et ont parfois forcé des policiers dont ce n'était pas le métier. On a parfois vu des policiers municipaux utilisés par les mairies parce qu'il fallait bien répondre aux difficultés que nous connaissions, des difficultés extrêmement graves pour les policiers eux-mêmes, bien évidemment, mais aussi pour les manifestants. Et le travail du ministre de l'Intérieur, c'est de permettre aux manifestants, même ceux qui manifestent contre la police, d'être en sécurité. Le paradoxe démocratique veut qu'il soit ainsi souligné. Prenant en compte cette difficulté d'ordre public nouvelle et ces manifestations de nouvelles formules, nous vous proposons la recréation de 11 escadrons de gendarmerie mobile ou de CRS. C'est la première fois dans l'histoire du ministère de l'Intérieur, donc depuis 25 ans, répartis en 7 escadrons de gendarmerie mobile, 4 unités de CRS, 18 mobiles. On aura l'occasion d'en parler, monsieur le rapporteur, évidemment, sur cette nouvelle stratégie d'ordre public. Je voudrais aussi souligner que le choix de recréer 7 unités d'escadrons de gendarmerie mobile répond aussi à nos difficultés ultramarines, dont vous savez que l'essentiel est géré par des gendarmes mobiles et non pas par des CRS, et qu'il s'agisse des événements potentiels en Nouvelle-Calédonie, des difficultés que nous connaissons à Mayotte et en Guyane. Il faut aussi savoir regarder les choses telles qu'elles sont, et il est fort à parier que quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité des assemblées, le gouvernement de la République, la puissance publique, aura besoin davantage d'escadrons de gendarmerie et de CRS pour répondre à la fois aux manifestations spontanées numériques et nouvelles, et en même temps aux crises ultramarines que nous pouvons connaître. Il s'agit donc de professionnaliser l'ordre public encore plus que nous l'avons fait jusqu'à présent et de s'en donner les moyens. Et la recréation de ces escadrons à partir de ce constat mérite sans doute une loi de programmation, même si je veux ici souligner que pendant les 2 prochaines années budgétaires, nous recréerons l'intégralité de ces 11 escadrons et CRS pour que nous soyons prêts également pour les Jeux Olympiques, qui est notre grand rendez-vous, si j'ose dire, et qui va rythmer cette loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Merci Madame la ministre, Madame la Présidente, pardon. Quoi que vous en disiez ici, les citoyens et les citoyennes ne se sentent pas forcément égaux dans leur rapport avec la police. Selon l'endroit où vous vivez ou quel âge vous avez,
le nombre de contrôles d'identité, par exemple, est très variable. Je vous invite, quand vous rencontrez les scolaires dans un lycée ou dans un collège, en fonction des territoires, de leur demander qui a déjà été contrôlé. Vous verrez, c'est assez variable en fonction de là où vous allez. Par exemple, pour les jeunes des quartiers populaires, les contrôles ont lieu plusieurs fois par mois pour certains, sans aucun motif apparent parfois. Et quand vous vous faites contrôler de manière répétée, pour ne pas dire abusive, l'image que vous pouvez avoir de la police et de l'État est nécessairement dégradée. Et donc, nous vous proposons ici que les statistiques de contrôle d'identité soient rendues publiques par tranche d'âge et par zone géographique. L'idée est d'objectiver les faits pour arrêter de faire l'autruche et de se renvoyer à des caricatures. Peut-être que lorsque l'on se rendra compte qu'un jeune vivant à la Courneuve a infiniment plus de chances de se faire contrôler qu'un jeune vivant ici, par exemple, dans le 6e arrondissement de Paris, les politiques commenceront à changer les pratiques sur le terrain elles-mêmes. Mais peut-être que ça démontrera l'inverse. Et donc, seule une transparence sur les indicateurs objectifs pourra nous éclairer. Merci, Monsieur Dossus. Monsieur le rapporteur. Les modalités de réalisation des contrôles d'identité sont précisées par l'article 78.2 du Code de procédure pénale, qui est très bien écrit et qui cite de manière limitative les cas dans lesquels les contrôles peuvent être réalisés. Il n'y a pas lieu de rajouter des statistiques et des analyses qui vont une fois de plus encombrer la lourdeur administrative, alors que nous attendons que nos policiers soient au maximum sur le terrain. Défavorable. Monsieur... Même avis, Monsieur le Ministre. Monsieur Benarroche pour explication de vote. Que tout est parfait, qu'il y a aucun problème sur les contrôles d'identité dans notre pays, alors que tout le monde le note, que tout le monde le sait, que tout le prouve et que tous les témoignages le montrent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas lieu d'avoir plus de contrôles d'identité à des endroits en fonction de situations délictueuses. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun critère qui nous permette d'évaluer si ces contrôles d'identité sont faits effectivement de manière homogène et de manière concrètement circonstanciée, c'est tout. Et on demande ça. Et vous le savez très bien, c'est une des raisons aussi de la perte de confiance d'un grand nombre de citoyens. C'est parce qu'on pense que les contrôles d'identité ne sont pas faits d'une manière, on va dire, cohérente entre les différentes couches sociales, raciales, etc. Donc disons-le. Donc, non mais disons-le, c'est la vérité, tout le monde le sait. Donc du moment qu'on le dit... peut-être, mais enfin on utilise les mots qui sont ceux qui viennent et qui sont ceux qui sont utilisés par les gens aussi. Donc je vous le dis, les contrôles d'identité ne sont pas faits de la manière dont ils devraient faire. Et en tout cas, s'ils le sont, on aimerait bien effectivement avoir des éléments statistiques, je suis désolé monsieur le rapporteur, qui nous permettent de le juger, qui nous permettent d'en faire une étude sociologique, qui nous permettent d'en tirer des conclusions qui seront valables et qui seront utiles à tout le monde, y compris au ministre de l'Intérieur et à la police. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, je pense que vos propos ont dépassé votre pensée. Parce que ce que vous dites clairement, c'est que la police de la République, une partie d'entre elles est raciste. Puisque si on base des contrôles que vous dénoncez sur une forme raciale, c'est donc effectivement que l'on distingue selon une race, et donc elle serait raciste. Ces propos sont profondément blessants et insultants pour les policiers de la République. Vous devez pas en voir beaucoup pour imaginer qu'il n'y a par ailleurs qu'un type de policier dans la police nationale. C'est une insulte à tous ceux qui, issus eux-mêmes de l'immigration, contribuent par leur courage à avoir qu'une couleur de peau, celle du drapeau bleu-rouge, qu'ils épousent lorsqu'ils acceptent d'être gardiens de la paix ou d'être gendarmes. D'ailleurs, monsieur le sénateur, vous imaginez bien facile votre discours en n'évoquant jamais le fait qu'eux-mêmes sont, et ça c'est tout à fait vérifié, l'objet d'insultes racistes. Quand des policiers... mais vous, c'est pas drôle du tout en fait d'accuser les gens de racisme. Je pense que vous ne devriez pas vous amuser de ce point. Et me faites pas le discours des quartiers populaires. J'en viens, j'ai dirigé une commune et, cher ami, je pense que vous n'avez aucune leçon d'embourgeoisement à me donner sur le 6e arrondissement et vous avez, je me semble-t-il, pas d'expérience ni humaine ni politique que j'ai pu avoir dans ma commune où je suis d'ailleurs toujours élu. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire, non mais parce que les discours bien pensants, ça suffit, monsieur le sénateur, si je peux me permettre, parce qu'accuser les fonctionnaires de la République de racisme, c'est profondément grave. Et bien sûr que vous l'avez dit, vous avez une liberté de parole dans cet hémicycle. Permettez-moi de défendre les policiers et les gendarmes de la République.
Et c'est tout à fait conforme à ce que dit monsieur Mélenchon de manière générale. Il y a bien une filiation politique manifestement. Et vous êtes bien isolé dans cet hémicycle, puisque je crois qu'un certain nombre de vos collègues de votre formation électorale ont bien pris soin de se démarquer de cette situation. Parce que vous savez, monsieur le sénateur, et aujourd'hui, ce qui se passe surtout, c'est quand des policiers ou des gendarmes qui ont des couleurs de peau différentes de ceux qui le contrôlent, ils sont traités, eux, de harkis, qui pour eux d'ailleurs est une insulte, et qui pour moi ne l'est pas. Ils se font traiter de traîtres. Alors qu'ils ne font qu'appliquer les lois de la République en essayant de protéger leurs concitoyens. Parce que vous oubliez une chose, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une grande partie des Français aiment leur police nationale, parce qu'il n'y a pas de désaveu des Français vis-à-vis de la police nationale. C'est l'administration la plus aimée de toutes les administrations, mesdames et messieurs les sénateurs. Ce qui est sûr, c'est que votre gauche à vous, elle a quitté les forces de l'ordre à force de ne pas voir qu'ils protégeaient les plus populaires d'entre nous et que c'est les populations qui sont les plus pauvres, souvent issues d'immigration, qui vivent les difficultés de délinquance en premier. Parce que les plus riches d'entre nous, ils ont les moyens d'avoir leur propre caméra de vidéoprotection, leur propre quartier, parfois leur propre police. Et c'est parce que vous avez abandonné les policiers et les gendarmes de la République pour ces discours wokistes et racialistes que vous faites un procès qui est inacceptable, monsieur le sénateur. Inacceptable. Et c'est ignorer le droit, monsieur le sénateur, c'est ignorer le droit, vous qui prenez l'action de la justice, que de savoir, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, qu'il n'y a pas un policier de la République, il n'y a pas un gendarme qui ne fait pas un contrôle d'identité sans l'autorisation d'un procureur de la République. Donc en plus de dire des choses qui sont profondément blessantes, vous dites des choses qui sont profondément fausses. Merci. La parole est à monsieur Gontard. Monsieur le ministre, ce que vous avez dit est profondément blessant aussi dans votre manière de l'exprimer et surtout dans cette outrance. Vous n'avez pas d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on demande dans cet amendement? D'évaluer, d'avoir des statistiques à disposition pour pouvoir discuter et justement pour être dans l'apaisement. Alors je comprends bien dans vos propos que l'apaisement, c'est pas quelque chose qui vous caractérise. C'est bien dommage parce que je pense qu'on a besoin d'apaisement, on a besoin de rassembler les Français et de les renouer avec leur police. Et le fait d'avoir des statistiques, des chiffres, une évaluation précise, ça permet ça. Et c'est certainement pas à travers vos propos qu'on arrivera justement à apaiser cette situation. Je le regrette vivement et je ne comprends pas, enfin en tout cas j'ai pas eu un argument qui ferait que cet amendement ne soit pas voté, juste pour avoir des éléments réels. Merci, chers collègues. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 144 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons aux articles additionnels après le 7 et nous avons un amendement 33 de la présidente Rossignol. Merci Monsieur le Président. C'est un amendement que j'ai déjà défendu à plusieurs reprises quand on a modifié l'ordonnance de protection et que je déposerai et que je défendrai inlassablement jusqu'à ce qu'un jour, j'en suis sûr, je sois suivi par le Parlement et le gouvernement. Et c'est l'expérience des précédents textes qui m'amène à penser ça, puisque les textes ont évolué régulièrement au cours des 3 dernières années sur ces sujets. J'explique très simplement. L'ordonnance de protection prévoit des conditions cumulatives. Il faut l'existence de violences et un danger. Or, de nombreuses victimes ou leurs avocates nous informent du fait que certains juges, certains JAF ont une interprétation très restrictive de cette condition cumulative. Il peut arriver que des violences n'aient pas encore été commises ou du moins que la victime ne puisse pas en apporter la preuve. Elle ne peut apporter la preuve que des menaces. D'ailleurs, ça renvoie à des amendements qu'on verra tout à l'heure, qui sont les amendements de notre collègue Bazin, sur l'utilisation des animaux domestiques dans les conflits de couple. Alors ça, je sais que quand ils ont été présentés en commission des lois, ça m'a un peu surpris et fait sourire. Et moi, ça m'a pas fait sourire parce que je comprends exactement ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que je vais tuer ton chat, je vais partir avec le chien. Ce sont des menaces et qui parfois amènent au passage à l'acte. Donc je propose... Non, on ne commence pas à discuter sur les chiens et les chats, on va se perdre. Je propose qu'on remplace la condition cumulative par le « et » par le « ou ». C'est-à-dire qu'il faut soit des violences, soit des menaces.
Et c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'ordonnances de protection qui ne peuvent pas être prononcées parce que les menaces de violence n'ont pas encore été commises. Et pour autant, la femme qui vient demander une ordonnance de protection est incontestablement dans une grande situation de danger. Donc c'est un amendement vraiment utile dans la lutte contre les violences intrafamiliales. J'espère, mes chers collègues, vous avoir convaincus cette fois-ci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors au risque pour le coup d'être désagréable à Madame Rossignol, d'une manière générale, il ne nous semble pas que ce texte soit le cadre adapté pour réformer l'ordonnance de protection. Je comprends que vous défendiez avec constance cette réforme. Moi, je défendrai avec constance cette ligne sur vos amendements comme sur les amendements, notamment de Monsieur Bazin tout à l'heure. Nous n'avons pas mené les auditions nécessaires pour aller dans une modification aussi importante. Et nous sommes sur la loi, je rappelle aux collègues, nous sommes sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. S'il peut toucher un certain nombre de sujets pénaux et d'organisation de la justice de manière totalement périphérique, ça n'est pas le cœur du texte. Donc cette question que vous évoquez, elle n'est pas totalement déconnectée du texte. C'est pour ça qu'elle n'a pas été, ça n'a pas fait l'objet d'un article 45, puisqu'il y a effectivement la répression des violences sexistes qui sont renforcées par ce texte. Mais encore une fois, avec Marc-Philippe Daubresse, quand nous avons rencontré les procureurs de la République, les avocats, nous n'avions pas connaissance de ces amendements. Donc, non, mais j'entends. Mais il faut un peu de méthodologie dans cette maison pour qu'on puisse mener des sujets à bout et les mener dans les bons véhicules législatifs. Il nous semble pas de plus souhaitable de préserver une certaine stabilité des règles de droit. L'ordonnance de protection a été réformée en 2020, ce qui nous semble être tout à fait récent. Nous avons par conséquent émis un avis défavorable pour l'ensemble des amendements relatifs à l'ordonnance de protection. Je le redirai autant de fois que nécessaire dans la discussion des amendements qui intervient maintenant. Monsieur le ministre. Je n'ai pas grand-chose à retirer à ce que dit monsieur le rapporteur, madame la sénatrice, d'autant plus que si vous me le permettez, là vous rentrez certes dans la discussion sur les violences intrafamiliales et il est conforme à l'article que nous présentons, mais c'est le juge civil que vous appelez. C'est-à-dire que déjà on a du mal à aller vers le juge pénal quand on est un texte du ministère de l'Intérieur, et vous avouerez avec moi que là c'est le juge civil que l'on convoque. Donc on va quand même assez loin dans les compétences que peut avoir le ministre de l'Intérieur pour défendre un texte au banc. Après, moi je trouve que si votre idée, je peux la comprendre et je comprends votre démarche et j'y suis a priori favorable, il y a une question d'urgence aussi, parce que s'il y a menace, c'est le juge pénal qui doit intervenir et l'ordonnance de protection est une autre forme de protection et ne traite pas les menaces qui pourraient être sanctionnées par le juge pénal. Donc, indépendamment du fond, qui mérite sans doute des auditions et des discussions que vous avez et de propre expérience qui est grande, je veux bien me ranger à votre argument. Je ne vois pas comment on pourrait introduire dans un texte du ministère de l'Intérieur des changements de fonctionnement du Code civil. Donc voilà, je pense que par souci de respect des compétences de chacune et de chacun, renvoyant ainsi le travail que vous a proposé monsieur le rapporteur, un avis défavorable. Madame Billon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Je vais céder la place à ma collègue Dominique Vérien qui était prête à se lever également. Concernant la volonté par amendement de notre collègue Laurence Rossignol de modifier l'ordonnance de protection, je pense qu'on doit véritablement se poser différentes questions. La lutte contre les violences intrafamiliales a évolué, on a voté tout un tas de textes, il y a eu la libération de la parole et on connaît de mieux en mieux les processus qui amènent. Et c'est vrai que ce et ou, en réalité, lorsqu'on dit danger et ou existence de violence, en réalité, on a du mal à une menace est également une violence en réalité. Donc je comprends la volonté de notre collègue Laurence Rossignol parce qu'il y a quelque part ici une interprétation du danger parce que on le montre tous les jours dans ce cas des violences intrafamiliales, le danger
la violence, c'est aussi l'emprise, les menaces qui sont exercées sur les victimes. Donc, bien entendu, voilà, je comprends vraiment cette volonté de modifier l'ordonnance de protection et j'entends aussi le rapporteur. Je vais attendre les différentes explications puisque Madame Rossignol a souhaité répondre également au rapporteur et au ministre. Madame Vérien. Merci Monsieur le Président. En fait, pour cet amendement, comme pour le précédent et comme pour les suivants, il est vrai qu'on n'est pas logiquement dans la LOPMI pour parler de ces sujets. Chers collègues, vous savez que nous sommes en train de faire, nous démarrons une mission parlementaire, oui, nous sommes parlementaires en mission pour travailler sur les violences intrafamiliales et il est évident que l'ensemble de ces points doit être vu. Je vais en profiter pour dire quand même un petit mot sur l'amendement précédent, mais effectivement, Laurence Rossignol l'ayant retiré, j'ai pas pu faire ce commentaire. Il est clair qu'il y a eu des problèmes avec des femmes qui n'ont pas été prévenues de la sortie de leur conjoint violent de prison. Je sais, pour le coup, pour regarder ça, que la chancellerie a fait des retours d'expérience et est en train de diffuser des informations suffisamment fermes pour que cela ne puisse pas de nouveau arriver. Donc, il sera temps, éventuellement, s'il est nécessaire de le faire rentrer dans la loi, mais parfois, énormément de bonnes pratiques ne doivent pas obligatoirement passer par le législatif, mais il est clair que c'est une chose qui a été très bien identifiée et que nous veillerons à ce que ce soit la règle vraiment immuable dorénavant. Merci Madame Saint-Pé. Pas de demande. Madame Rossignol. Je sais bien qu'on a déjà réformé l'ordonnance de protection et puis je vous prends le pari qu'on va encore la réformer. Parce que sur ces sujets, notre connaissance est presque empirique. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'on réforme, au fur et à mesure qu'on connaît la pratique de la loi, qu'on découvre qu'il y a des lacunes et des dysfonctionnements. Moi, mon but, il est simple. Et je veux dire aux collègues, dans cet hémicycle, moi, il y a des sujets sur lesquels je fais confiance aux collègues, parce que je sais que ce sont des spécialistes. Certes, vous n'avez pas auditionné tous les avocats sur le sujet. Moi, je fais que ça depuis 10 ans. Si je dis qu'il y a un problème, et particulièrement sur celui-ci, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, c'est parce que les avocats me le disent, parce que les juges aux affaires familiales. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que l'ordonnance de protection est une affaire de droit civil, mais vous connaissez bien la nature un peu hybride de l'ordonnance de protection, qui est une mesure qui prend qui amène à des décisions d'éloignement, d'interdiction d'approcher, qui sont presque de nature un peu pénale quand même. Donc, et d'ailleurs, on verra que dans les mois à venir, on parlera de la capacité pour les procureurs de prononcer des ordonnances de protection. Donc, bien sûr, c'est le juge civil. Mais là, on est dans l'urgence. C'est-à-dire que pendant qu'on parle, pendant qu'on se dit que c'est pas le bon texte, pendant ce temps-là, il y a des juges aux affaires familiales qui connaissent pas bien, qui sont pas encore adaptés. Parce que il y a 2 ans, il y avait, on est à 10 fois plus d'ordonnances de protection. Les chiffres m'échappent à cet instant. Donc, les juges découvrent et appréhendent l'ordonnance de protection. Je vous assure, je vous garantis qu'il y a un problème dans cette condition cumulative. La menace précède le danger. Et si on ne peut pas si l'ordonnance de protection est ensuite annulée par le recours en appel parce qu'elle n'est pas conforme à la loi, parce que le juge d'appel va appliquer la loi, ces femmes ne sont pas protégées. Et après, on vient dire « Oh là là, il y a encore eu un dysfonctionnement, elle avait pendant une ordonnance de protection, elle ne l'a pas eu, puis après, il est passé à l'acte. » Et toutes les menaces, on les connaissait au moment où l'ordonnance de protection a été refusée parce que la loi ne prévoit pas qu'elle puisse être accordée. Donc vraiment, faites-moi confiance. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Rossignol, je ne mets absolument pas en doute vos compétences ni la permanence de vos convictions là-dessus. D'ailleurs, siégeant moi-même à la délégation aux droits des femmes depuis maintenant quelques années auprès de la présidente Billon et d'autres personnes, je sais l'importance que vous attachez à ces sujets-là et je crois faire partie de ceux qui sont particulièrement attentifs à cela. Si le Sénat et la Commission des lois nomment des rapporteurs sur un texte et qu'on définit un périmètre
et qu'on essaye au maximum de maintenir le débat. Si le gouvernement a nommé Madame la députée Chandler et Madame la sénatrice Verrien, ici présente ce matin, comme parlementaire en mission sur ces questions-là, je vous donne acte que effectivement il y aura des propositions qui seront faites par la mission des deux parlementaires que je viens de nommer. Néanmoins, encore une fois, nous sommes dans un texte d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Je pense que si le débat est important et qu'il est intéressant, les deux rapporteurs, nous n'avons pas mené les auditions nécessaires. Je rappelle, et je prends à témoin Jérôme Durain, que les auditions sont ouvertes aux membres de la commission des lois, que de nombreux collègues y ont participé et qu'on est obligé de maintenir une certaine méthode dans ce texte si nous voulons... pour cet amendement-là, mais aussi pour d'autres qui vont venir tout à l'heure dans la discussion, je suis contraint de rendre et de maintenir un avis défavorable. Je mets donc aux voix l'amendement 34 proposé par notre collègue, 33 autant pour moi, qui est pour? Donc, trouvez combien? Qui est contre? Il est adopté, non? Il n'est pas adopté. Toujours après l'article 7, en article additionnel, l'amendement 34 de la présidente Rossignol. Je nous souhaite qu'il n'y ait pas d'accident entre le moment où on vote et puis le moment où on revotera un jour quelque chose qui permettra que la loi soit mieux adaptée à la protection des femmes et des enfants victimes de violences. Mais je vous assure que les dossiers qui vont me remonter maintenant, je vais tous vous vous les envoyer pour comme ça vous pourrez aussi constater les conséquences de nos votes. Alors l'amendement 34, je vais tous les présenter en même temps puisqu'il concerne l'ordonnance de protection. Hein. C'est la dissimulation du domicile de la victime, puisque vous savez que malgré une ordonnance de protection, les hommes violents peuvent retrouver le domicile de la victime et donc perpétuer leur violence. Mais bon, j'imagine que ça, c'est le deuxième, c'est un allongement de délai. Le troisième, ça concerne la question de la prise en charge des femmes non mariées et sans enfants dans l'ordonnance de protection. Et le dernier, qui n'est pas la même chose, je m'arrêterai donc au 32. Voilà. 3 amendements sur l'ordonnance de protection. Je ne me fais aucune illusion et on poursuivra cette discussion. Président Buffet. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas tellement l'habitude de prendre la parole, mais Mme Rossignol, Mme la Ministre, tout de même. Le rapporteur a expliqué pourquoi la Commission a donné un avis défavorable à vos amendements. Ce n'est pas une question de fond. Nous avons tous conscience de ce que vous avez dit, de l'utilité de ce que vous avez dit, mais c'était une question de circonstances, de texte, de référence et d'analyse supplémentaire nécessaires. Voilà la réalité des choses. C'est notre travail à la Commission des lois. Mais madame, je ne peux pas accepter les propos que vous avez tenus il y a quelques secondes, qui consistent à nous faire du chantage. Qui consistent à faire du chantage à vos collègues parlementaires. Et ça, je vous demande de retirer ces propos, s'il vous plaît. Madame la présidente Rossignol. Monsieur le Président, je ne retirerai aucun de mes propos. Je n'ai fait aucun chantage. Aucun chantage. Je vous ai simplement dit que comme je suis destinataire de nombreux dossiers qui, justement, pointent les insuffisances de l'ordonnance de protection, comme vous avez, vous et le rapporteur, et je vous ai bien entendu évoquer le fait que vous n'aviez pas eu le temps, vous n'avez pas pris, c'était pas dans le concept du texte, d'auditionner des avocats, de vous informer sur le dossier, je vous ai simplement dit que pour votre information, je vous tiendrai destinataire des dossiers que je reçois. C'est pas un chantage ni même une menace. Monsieur Benarroche. Vote sur les amendements, pardon, en effet, je n'ai pas encore recueilli l'avis de la commission, donc il faut que je le fasse. Je peux y aller.
sur les 3 amendements qu'a présenté Madame Rossignol. Alors, ils ne sont pas en discussion commune, mais on va le faire comme ça. Alors, l'avis est défavorable sur les 3. Président. Madame la ministre, je ne veux pas alourdir le débat sur le sujet, mais on reprendra les propos que vous avez tenus devant l'ensemble des collègues, et il constitue un chantage. Si je dois vous envoyer la définition de ce qu'est un chantage, je le ferai sans délai. Monsieur le ministre, votre avis sur les amendements? Je veux redire à Mme Rossignol que je comprends les souhaits de modifier l'ordonnance, et sans doute elle a 1000 fois raison pour répondre à l'empirisme que nous constatons, mais lui redire, mais elle le sait très bien, et je pense qu'elle en est soucieuse, que c'est quand même un sujet du ministère de la Justice et des dispositions qui relèvent du code soit civil, soit pénal. Mais il est vrai que le texte de l'Intérieur que nous présentons met un certain nombre de choses qui améliorent la vie des policiers et des gendarmes, même s'ils agissent sous l'autorité des magistrats, et qui ne touchent pas profondément les codes qui concernent le ministère de la Justice. Mais je relayerai, Monsieur le ministre de la Justice, vos interpellations et vos amendements. Donc, en explication de vote maintenant, Monsieur Benarroche. Que notre assemblée était une assemblée raisonnable et sage. Personnellement, je dois le dire, Monsieur le Président Buffet, je n'ai pas ressenti les paroles de Laurence Rossignol comme étant un chantage. Écoutez, on peut avoir une conception différente. J'ai le droit de dire que je n'ai pas ressenti les paroles de Laurence Rossignol comme étant un chantage. Ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas ressenties d'une autre façon. Je ne vois pas pourquoi vous offusquez de cette remarque. Donc, je n'ai pas ressenti les paroles de Laurence Rossignol comme un chantage, ainsi qu'un certain nombre de mes collègues. Je pense qu'elle a fondamentalement raison sur le fond. Je pense que les rapporteurs l'ont dit et que le ministre l'a dit. Et je pense qu'elle dit juste qu'entre le moment où nous disons tous il faut le faire et le moment où nous allons le faire, nous ne savons pas quand, un certain nombre d'événements peuvent se produire et que nous tous pouvons être comptables quelque part de la responsabilité de ces événements. En tout cas, il est normal que nous en soyons informés. Et je pense que c'est logique que Laurence Rossignol ait dit ça. Donc, personnellement, je voterai ces amendements et je ne lui demande pas d'excuses. Madame Billon a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre. Moi, je regrette l'attention soudaine sur un sujet, en réalité, qui nous préoccupe tous, et on connaît l'engagement des uns et des autres sur ce sujet. Le rapporteur, notamment, qui est, oui, membre de la délégation aux droits des femmes, comme Laurence Rossignol, dans son parcours politique, et on est tous investis. Alors, ce que je voudrais dire, c'est ce sujet, il est majeur. Oui, il est majeur. J'entends que les rapporteurs n'ont pas eu la capacité à travailler, évidemment, sur ces thématiques. Mais ce que je voudrais dire à Monsieur le Ministre, c'est que ce sujet, il est majeur, il est posé sur la table, et qu'en réalité, toutes les lois qu'on a votées à ce jour n'arrivent pas à inverser les statistiques des violences intrafamiliales. Donc il y a forcément des progrès à faire, des pistes de progrès. Moi, je retiendrai de l'intervention de ma collègue Laurence Rossignol surtout les propositions qu'elle fait. Je pense que ces propositions sont utiles. Elles sont peut-être pas utiles dans ce texte, messieurs les rapporteurs, mais il va falloir qu'on s'en saisisse. Et lorsque notre collègue Dominique Vérien fait état de la mission, oui, bien entendu, il y a une mission, on va laisser la mission travailler, même si, pour ma part, je suis totalement convaincue par une juridiction spécialisée pour lutter contre les violences intrafamiliales, mais laissons la mission travailler et puis on verra les conclusions. Donc, je voulais faire cette intervention en toute sérénité pour tous les bancs du Sénat. Je vous remercie. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ben oui, quelquefois, on se sent vraiment inutile. Quelquefois, on vote des choses et puis on se sent presque coupable en disant « mais il y a encore des victimes, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a voté? Pourquoi on n'a pas rédigé ça mieux ?» Alors, ce que j'ai compris à la Commission des lois, c'est qu'on fait du droit et rien que du droit. Et que vraiment, de temps en temps, il faut mettre notre émotion dans la poche, parce que ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut peut-être faire quelquefois dans le secret professionnel de nos cabinets médicaux, eh bien, on ne peut pas forcément l'écrire dans la loi. Donc, je partage bien évidemment le fond de la protection des enfants, le fond de la protection des femmes, comme vous l'avez dit, mes chers collègues, que ce soit à la délégation des droits des femmes ou dans les travaux qu'on mène depuis longtemps à la Commission des lois. Et je dois dire, avec toute l'écoute du président Buffet et là avec l'écoute des rapporteurs en ce qui concerne ce texte. Donc évidemment qu'on voudrait toujours faire mieux, mais il y a quelque chose qu'on ne changera pas.
c'est des mentalités. Parce que les lois, elles sont souvent écrites, mais elles sont souvent peut-être pas très bien appliquées, mais mal connues. Alors on est malheureux, c'est vrai, on est triste de tout ça, mais je crois qu'il faut garder notre méthode. Il faut garder un fil directeur solide, de se dire que ce qu'on écrit, c'est dans la loi qui convient, dans le véhicule législatif qui convient, pour justement ne pas prêter le flanc à des critiques qui seraient faciles et se dire qu'on devrait ensemble travailler à la protection des enfants et du mieux possible dans un texte qui viendra à ce sujet. Monsieur Gonnet. Merci Monsieur le Président. J'ai beaucoup de respect et je salue et je sais le travail de Laurence Rossignol et je sais la fougue qu'elle met également quand elle défend un sujet. Mais je crois en l'occurrence que tout à l'heure, elle ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais certains ont pu se sentir effectivement visés par ce qu'elle a dit, même si sur le fond, je crois que nous partageons tous cette lutte contre les violences intrafamiliales. En revanche, ce qu'a dit le rapporteur et ce qu'a dit Monsieur le Président Buffet ont été de nature parfaitement à satisfaire et à ramener un peu de sérénité dans le débat. J'amène notre collègue Benarroche aussi là encore, à respecter toutes les voix sur cet hémicycle. Chacun s'exprime à sa façon et quand on y met la fougue, bien évidemment, on peut déborder. Mais concevez que certains ont pu être atteints par ces paroles. Et c'est tout ce que je voulais dire très sereinement. Tout le monde est au fond parfaitement d'accord sur l'objectif, les moyens qui sont mis en place. Voilà, l'explication du rapporteur et du président ont été très claires. Monsieur Bourgi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais partager avec vous le sentiment de gêne que je ressens depuis le début de la matinée. Un sentiment de gêne parce que les débats que nous avons aujourd'hui à l'occasion des amendements que nous avons examinés depuis 10h30, ces débats, nous les avons eus lors de l'examen du projet de loi visant à renforcer la confiance dans l'institution judiciaire. Lorsque nous avons déposé ces amendements, que nous avons eu ces débats sur l'accueil des victimes au moment du dépôt de plainte, sur l'accompagnement des victimes par un avocat ou par le membre d'une association agréée, l'information des victimes tout au long de la procédure, les actes commis après le jugement, le garde des Sceaux nous a indiqué « adressez-vous au ministre de l'Intérieur ». Aujourd'hui, nous avons le ministre de l'Intérieur au banc du gouvernement et lorsque nous lui posons certaines questions, il nous dit c'est en dehors de mon périmètre, adressez-vous au garde des Sceaux. Je vais donc revenir à un des vœux qui a été émis par un orateur du groupe Les Républicains dans la discussion générale, vivement un projet de loi qui nous permette d'interroger concomitamment au banc des ministres, au banc du gouvernement, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin de les avoir l'un à côté de l'autre pour que l'un et l'autre puissent nous répondre et qu'on arrête cette stratégie de la défausse qui consiste à renvoyer à plus tard et à l'autre les questions que nous posons. Oui, mais Monsieur Bourgi, il ne vous échappe pas que lorsqu'un texte a été travaillé par la Commission et qu'il arrive en séance, il n'y a pas lieu à faire des débats nouveaux, voire improvisés. Et donc, ce sujet ne se poserait pas, puisque le gouvernement est un, et qu'il a toujours une position sur chaque texte, sur chaque élément de texte. Mais le fait qu'on travaille en faisant une découverte de texte en commission, alors qu'on est en assemblée plénière, évidemment, ne facilite pas le déroulement du débat. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, pardon Monsieur Bourgi, mais jusqu'à présent, je crois qu'on travaillait dans des conditions de respect des uns et des autres et sans attaque personnelle ou politique à dominem. Non, madame sénatrice, non, je crois que chacun pouvait le constater. Et ce que vous dites est à la fois, me semble-t-il, déplacé et faux. Vous avez oublié, Monsieur Bourgi, ou peut-être n'étiez-vous pas dans cette discussion parlementaire, que j'étais là quand Monsieur le garde des Sceaux a présenté son texte en renforcement de l'autorité judiciaire. Et j'ai répondu avec Monsieur le garde des Sceaux à vos interrogations, et j'ai même, me souviens très bien, d'avoir moi-même accepté et modifié par sous-amendement dans votre Assemblée la disposition qu'on a évoquée tout à l'heure avec le sénateur Favreau de la présence de l'avocat et de la personne majeure dans les services de police. Donc je pense que les attaques politiciennes que vous avez de faire, elles ne méritent pas du débat, je crois, aujourd'hui. Voilà, donc c'est un point très très important. Si effectivement, et il m'est arrivé depuis avant-hier de poser des arguments interministériels
à des questions qui étaient posées, qui dépassaient le stade du ministre de l'Intérieur. Simplement, en effet, nous n'avions pas les amendements 24 heures ou 48 heures avant, mais passés par la commission. Moi, j'échange beaucoup avec vos rapporteurs, avec le président de la commission des lois. Je vous rappelle que j'ai invité l'intégralité de la commission des lois à venir me rencontrer au ministère de l'Intérieur voilà 15 jours. Vous ne m'avez pas interpellé sur ces questions. Tout le monde était invité, quels que soient les groupes politiques. On aurait pu travailler en amont à un certain nombre de choses. Je me doutais que M. Durin, par exemple, évoquerait les rodéos, puisqu'il m'a interpellé à ce moment-là sur la question des rodéos. Donc je pense que voilà, le ministère de l'Intérieur est ouvert à tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'il faille trouver des coins où il n'y en a pas. Peut-être qu'on pourrait collectivement, monsieur le sénateur, y compris votre groupe politique, se dire qu'on pourrait améliorer la façon dont on agit pour faire adopter tel ou tel texte. Je veux bien mettre ma part à l'édifice, mais ce n'est pas d'un côté les méchants, de l'autre côté les gentils. Et je crois que les questions que vous évoquez, évidemment, comme l'a dit Mme Rossignol, demandent un temps rapide, puisque pendant cela, il se passe des choses, et elle a bien raison. Et même le temps de la loi est un temps long. Donc je veux bien comprendre cet argument, mais ne fais pas ici de politique politicienne. Vous savez très bien que je sais en faire, peut-être pas avec moins de talent, mais je sais en faire, et je pense que ce n'était pas l'idée avec laquelle je suis venu dans ce débat parlementaire, chacun le constate depuis 3 jours. Monsieur Savoldelli, toujours pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. 3 remarques très respectueuses et tranquilles. La première chose, c'est que la procédure accélérée n'est pas le fait des auteurs des amendements. On est d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question du principe de l'amendement en séance, personne ne va le remettre en cause. À moins que nous prenions ici la décision de traiter uniquement des amendements, et là je dégage de ces responsabilités de ministre, c'est les responsabilités du Sénat, de ne parler que d'amendements ayant été traités en commission. Moi je pense qu'il faut se trouver cette souplesse entre à la fois la qualité d'expertise des commissions et à la fois le droit d'initiative parlementaire. Et donc je finis là-dessus de manière très tranquille. Il y a 3 amendements qui posent des questions certes importantes, Fin de l'ordonnance de protection dont elle bénéficie quand il y a dissimulation de l'adresse. Après, on a augmentation de la durée maximum de l'ordonnance de protection en la portant de 6 mois à 1 an. Et un 3e amendement sur les conditions d'accès de la prolongation de l'ordonnance de protection pour une femme non mariée ou sans enfant. C'est des questions lourdes. Moi, je me dis, très sincèrement, je vous le dis, il faut qu'on tranche ces questions par un vote. Voilà, moi pour ma part, notre groupe soutiendra ces 3 amendements et ils seront discutés. Voilà, ça s'appelle aussi laisser une souplesse quand même à l'initiative parlementaire. Après, peut-être qu'ils ne seront pas adoptés, mais là, c'est un choix de nature politique et il n'y a rien de grave de ce point de vue-là. Merci. Madame Benbassa. Merci, Président. Écoutez, malgré tout le respect que je dois à Monsieur Buffet pour son travail et pour sa direction de notre commission, nous traitons dans la sérénité et des sujets graves. Ce que défend Madame Rossignol, ça nous revient. Nous faisons ça tous les jours. Donc il n'y a pas à s'offusquer de ce qu'elle a dit. Je ne crois pas qu'elle a voulu faire un chantage. Loin de là, je suppose, son idée. Mais en même temps, on dirait qu'on est des enfants de cœur, que nous sommes là pour faire que du droit et pas de politique. Ça m'étonne un peu, n'est-ce pas? Nous faisons de la politique aussi. Ce qu'a fait Madame Rossignol, c'est défendre certains droits et en faisant de la politique, elle défend des causes, je les respecte. Nous défendons beaucoup de choses dans la commission. Je défends aussi ce que nous faisons, mais arrêtons cette sensiblerie quand même et passons quand même au cœur de notre sujet qui est de continuer et de terminer ce texte dans la bonne humeur et avec des discussions intellectuelles qui quand même sont disons au service de nos concitoyens et ils aiment bien nous entendre aussi nous opposer et il n'y a rien de grave à cela. Merci. Nous continuons les explications de vote. C'est le président Karoutchi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je ne suis pas membre de la Commission des lois et je ne me sens pas d'éléments particuliers en la matière. Mais comme Monsieur Bourgi fait allusion à mon propos dans la discussion générale, j'avais proposé follement
des états généraux de la police et de la justice en même temps. Je n'avais jamais demandé au garde des Sceaux, au ministre de l'Intérieur de venir ensemble, ce qu'ils peuvent parfaitement faire. En revanche, moi je suis, et là je le dis à Madame Rossignol, un peu gêné de l'espèce de, non pas de détournement, mais de l'inversion du débat. Un ministre représente l'entièreté du gouvernement, c'est la règle. Mais un ministre peut difficilement prendre des décisions, accepter des votes ou donner une opinion sur des amendements ne correspondant pas à son secteur. Du temps glorieux où j'exerçais les fonctions de chargé des relations avec le Parlement, le président de la République me disait chaque fois de bien dire à chaque ministre, vous restez dans votre secteur, vous n'empiétez pas sur les autres parce que vous pouvez commettre des erreurs. Et vous pouvez donner des réponses que finalement, techniquement, l'autre ministre compétent trouverait un peu aberrantes. Donc, moi, je pense que si, sur le fond, bien des amendements de Madame Rossignol, moi, ne me dérange absolument pas, et si c'était sur un texte de justice, je les voterais sans difficulté parce que ça ne me dérange vraiment pas. Mais respectons un petit peu le fait qu'on ne peut pas non plus faire une loi qui soit tellement bavarde qu'on finit par intégrer des éléments qui ne correspondent pas au secteur correspondant au titre même de la loi, ce qui la fragilise devant le Conseil constitutionnel, je me permets également de le rappeler, et ça n'aurait pas de sens. Donc je pense que s'il y a des engagements de travail sur les amendements, sur le prochain texte que doit présenter le garde des Sceaux, on devrait pouvoir s'en tenir là. Madame Rossignol, redemandez la parole. La discussion est somme toute assez intéressante et je remercie Monsieur le Ministre d'y assister parce qu'en fait c'est une décision qui est assez interne au Sénat en fait et qui ne met pas en cause le gouvernement. Je comprends bien, voilà, ça ne met pas en cause le gouvernement. Je comprends la difficulté qu'il y a pour un ministre de se prononcer sur des amendements qui sont du ressort de son voisin, surtout quand c'est intérieur justice. Et par ailleurs, je sais aussi que comme les amendements ont été transmis il y a déjà plusieurs heures au ministère de l'Intérieur, vos services ont sollicité l'avis de la chancellerie. Donc vous avez un avis de la chancellerie. Mais juste, je voulais dire une chose à nos collègues parce que il est possible. D'abord, tout le monde fait du droit. Ici, il n'y en a pas qui font des émotions et puis d'autres qui font du droit. Tout le monde fait du droit et mes amendements sont pas bavards. Ils sont extrêmement rigoureux et secs d'un certain point de vue. Et ils visent à régler un problème de droit. Et je ne suis pas membre de la commission des lois, de la respecter commission des lois. Pour autant, j'ai vocation en tant que parlementaire à déposer des amendements sur tous les textes que je veux. Et pour passer un certain nombre d'heures là où est le président Richard à l'instant, je peux vous assurer que je ne suis pas la seule à parfois être un peu sur la tangente de l'objet du texte et avoir échappé à l'article 45. Juste vous dire une chose. J'ai peut-être été, certains disent chantage, je ne le crois pas, je ne vois pas en plus arrêter le chantage, menaçante non plus, mais juste, il n'y a pas que le gouvernement qui est responsable. Quand il y a un drame, on va chercher quelles sont les responsabilités des services de police, de la justice, il y a des inspections, les ministres sont mis en cause sur la manière dont fonctionnent leurs services. Je voulais simplement vous dire que nous aussi, nous sommes responsables de nos votes, même si notre responsabilité n'est pas souvent mise en cause. Mais dans ce que nous votons, pour ou contre, nous prenons une part à l'application des lois, le bon fonctionnement de la justice et de notre pays, et que nous avons une responsabilité en refusant ces amendements. Oui. Monsieur le rapporteur Hervé. Oui, merci Monsieur le Président. Nous sommes tous responsables de nos votes, de nos propositions, et pour notre part, nous sommes responsables des avis qui ont été proposés et votés à 2 reprises par la commission des lois, et nous n'avons pas pris personne en traître. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'imaginez que nous décidions de réformer l'ordonnance de protection, de toucher au code civil, sans avoir jamais pris la tâche, ni du garde des Sceaux, pour ce qui nous concerne nous, ni entendu les juges aux affaires familiales, ni mené les auditions nécessaires, y compris dans cette maison avec la délégation aux droits des femmes, y compris avec les différents parlementaires qui s'impliquent sur ces sujets-là, mais nous ouvririons le champ à
un précédent qui pourrait nous être reproché dans plein d'autres domaines. Donc la ligne qui a été définie par les rapporteurs, proposée à la commission des lois, qui en a débattu à 2 reprises, est toujours la même. Et il n'y a pas de raison qu'elle change ce matin. Des travaux parlementaires sont en cours. Le gouvernement a confié à 2 parlementaires une mission sur le sujet. Ne préemptons pas ces sujets-là qui viendront nécessairement devant le Parlement et devant nous. Et en responsabilité, moi je maintiens cette ligne. Il me semble que le Sénat est suffisamment éclairé et que je peux mettre aux voix le premier des amendements présentés par la présidente Rossignol, qui est le 34, c'est bien cela. Qui est pour? Qui est contre? Majorité. Il n'est pas adopté. Est-ce que je peux imaginer que ce serait le même vote sur les amendements 31 et 32? Ils ne sont pas adoptés. Nous passons donc à l'article 7 bis, sur lequel Nathalie Delattre est inscrite. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Partout sur notre territoire, nous assistons à une forte recrudescence des incivilités et surtout des agressions envers les élus locaux. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, de votre ministère, publiés en janvier dernier, les violences physiques contre les édiles ont augmenté de 47% sur les 11 premiers mois de 2021 par rapport à la même période l'année précédente. Derrière ces statistiques, ce sont exactement 1186 élus qui ont été pris pour cible et 419 outrages qui ont été recensés. Mais seulement une poignée d'agressions verbales et physiques envers les élus de la République donne lieu à une suite judiciaire. Et dans les rares situations où une procédure judiciaire était enclenchée, on enregistre en réalité un très faible nombre de condamnations, même en cas d'agression physique. Dans la plupart des cas, les plaintes sont soit classées sans suite ou ne font l'objet d'aucune suite pénale. C'est pourquoi j'avais déposé un amendement tiré de ma proposition de loi qui entendait permettre aux différentes associations nationales d'élus de se constituer partie civile pour accompagner au pénal tout élu qui aurait donné préalablement son accord. Association qui pourrait également intervenir en cas de dégradation d'un bien ou lorsque la victime est l'un des proches d'un élu, aux fins d'acter en justice quasi systématiquement et minimiser les classements sans suite. Pour information, nous étudierons cette PPL, cette proposition de loi, le 16 novembre prochain dans cet hémicycle. Il est toutefois dommage que nous n'ayons pu saisir cette occasion pour l'inscrire dès aujourd'hui dans cette loi, car en l'espèce, le temps n'arrange rien. Merci. Donc sur cet article qui, je le signale, donnera lieu à un scrutin public demandé par un groupe, nous sommes saisis de 4 amendements en discussion commune, 3 qui sont des amendements de suppression et un amendement de la commission de modification. Donc le premier dans l'ordre, c'est Monsieur Benarroche. Merci Monsieur le Président. Effectivement, c'est bien un amendement de suppression de 4 alinéas, de cet article, qui sont en fait les alinéas qui suppriment des dispositions introduites en commission par notre rapporteur, Monsieur Daubresse. On a bien compris que l'article 7 bis vise à réprimer plus sévèrement le refus d'obtempérer en alourdissant la peine encourue et en diminuant les crédits de réduction de peine auxquels peuvent prétendre pour bonne conduite les personnes condamnées à une peine privative de liberté après avoir commis cette infraction. La peine encourue serait donc portée à 3 ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende, et les crédits de réduction de peine qui peuvent accorder seraient diminués d'1 tiers. Les dispositions prévoient également, j'y reviendrai, de réprimer spécifiquement les rodéos urbains. En ce qui concerne la mesure concernant à diminuer les crédits de réduction de peine auxquels les personnes condamnées peuvent prétendre, il nous semble qu'elle ne peut s'avérer que contre-productive. Dans les faits, les professionnels de la justice, les professionnels de l'administration pénitentiaire utilisent ces crédits, vous le savez, comme un outil encourageant l'adoption d'un comportement respectueux des règles internes. Alors, c'est vrai qu'on en parle plutôt dans les textes portés par le ministère de la Justice, je ne vais pas revenir sur la discussion précédente, mais les crédits de peine concernent le prisonnier, ils ne concernent pas le délinquant. C'est un des outils de gestion de la réinsertion qui est aussi le rôle de la prison. Les SPIP le mettent bien en avant également. Mettre fin à ce système d'octroi ou de retrait des crédits pour tel ou tel individu revient en fait à supprimer un moyen de sanction et de régulation des comportements de la
population carcérale. En ce qui concerne la loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, je rappellerai qu'il y en a une qui a été adoptée le 5 août 2018 avec des dispositions qui s'appliquent déjà, qui ont des résultats et qui sont satisfaisantes pour sanctionner les auteurs de ce délit. Renforcer donc ces peines n'aura pas d'effet sur le taux d'interpellation de ces individus. Je pense que c'est plutôt une mesure d'affichage. Merci. Monsieur Durin, pour présenter le 28. Bon, nous abordons avec cet article un sujet très politique. D'ailleurs, il y a un scrutin public qui a été demandé. Et d'ailleurs, nous n'étions pas favorables à l'amendement 99 qui avait été déposé par Marc-Philippe Daubresse, qui joignait dans un même élan le sujet de la condamnation des personnes, l'aggravation des peines, du quantum de peine pour les agresseurs d'élus, en alignant le dispositif sur d'autres dépositaires de l'autorité publique, et qui mettait dans le même amendement le sujet des rodéos urbains et le sujet des refus d'obtempérer. Nous sommes très favorables à ce qui concerne les élus. Il y a une forme de logique imparable à ce qu'ils soient protégés au même titre que d'autres dépositaires de l'autorité publique. En revanche, nous estimons sur les refus d'obtempérer et sur les rodéos urbains, ce sera notre amendement suivant, que le simple durcissement des peines ne conduit pas à l'efficacité. Je partage l'argumentaire de notre collègue Benarroche qui vient de développer à l'instant. Nous prononçons pour la suppression des alinéas qui concernent le refus d'obtempérer, ainsi que sur les rodéos urbains, ce sera l'amendement suivant. Un policier de la BAC a été traîné au sol hier à Lyon. Donc, je le dis tout de suite, c'est pas parce qu'on supprime ces dispositions qu'on considère qu'il faut laisser les policiers et gendarmes exposés à tous les individus qui sont dans une position de refus d'obtempérer et qui mettent leur vie en danger. En revanche, notre position, elle est constante, elle tient au rapport police-population. Il y a autour du sujet des refus d'obtempérer une vraie difficulté qui tient à quelque chose qui relève de la concorde. Donc c'est un amendement que nous défendrons dans quelques minutes sur ce sujet. Et comme nous sommes en discussion commune, je dois vous demander de présenter aussi l'amendement numéro 29. Je crois que je l'ai largement développé dans l'amendement précédent. Les rodéos urbains sont une plaie. C'est une pratique qui exaspère nos concitoyens, qui concourt à un sentiment d'insécurité réel, qui occasionne d'autres difficultés. Pour autant, il nous semble que nous y avons travaillé assez récemment. C'est un phénomène qui a été abordé par la loi du 3 août 2018, qui a déjà créé une nouvelle infraction en faisant de ces rodéos un délit particulier. Il nous semble que la difficulté actuelle, elle réside davantage dans la caractérisation de l'infraction qui dépend d'éléments de preuve parfois complexes à réunir, et que la simple augmentation de peine prévue pour ce délit ne suffira pas à résoudre les difficultés de terrain constatées dans de trop nombreux quartiers de ce pays. Donc évidemment, il ne s'agit pas pour nous de dire on laisse faire, tout va bien. Il n'y a aucune naïveté, aucune candeur, aucun angélisme dans notre position. En revanche, le souci de l'efficacité, et il nous semble que cet amendement qui visait très large à l'époque, l'amendement 99, n'atteint pas complètement ses objectifs. Merci. Enfin, l'amendement 227, présenté par la commission. Monsieur le rapporteur Daubresse. C'est un amendement purement de correction d'une erreur matérielle qui ne pose pas de difficulté à mon sens. Et votre avis sur les amendements? Monsieur le Président. J'ai écouté, mes chers collègues, j'écoutais avec intérêt et j'étais interpellé par ce qu'a dit ma collègue et amie Marie Mercier tout à l'heure. Sujet de philosophie pour Papendaï. Un parlementaire doit-il faire du droit ou de la politique? Tous les jours, nous sommes interpellés par cette question. Il doit faire les deux, bien sûr. Mais comme l'a dit excellemment notre président et mon collègue rapporteur Loïc Hervé, avec de la rigueur et de la méthode.
Je dis à mes collègues que cet amendement que j'ai présenté ne l'a pas été en amendement extérieur après que la commission soit réunie. Je m'excuse, je vais peut-être être un tout petit peu fastidieux, mais je vous relis ce qu'il y a dans le rapport de la commission des lois. C'est-à-dire pourquoi j'ai été amené avec mon collègue Loïc Hervé à vous présenter cet amendement, tandis que nous refusions, bien sûr, des amendements venant des groupes de l'opposition, mais aussi, donnez-nous-en acte, des amendements venant de la majorité. Je connais très bien les sujets relatifs, puisqu'on a fait la sécurité globale avec mon ami Loïc Hervé, relatifs aux problèmes de la sécurité dans les transports. Et sur le fond, notre collègue Tabarot a raison. Mais tel que le président a défini le périmètre, en essayant d'être le plus proche possible, évidemment, du texte du ministre, violence commise sur la voie publique, je ne pouvais pas prendre les amendements de M. Tabarot. M. Retailleau a présenté un amendement où nous avons donné un avis défavorable. Et j'ai expliqué au président Retailleau, qu'il l'a d'ailleurs très bien compris, pourquoi nous ne pouvions pas le prendre, parce qu'il n'était pas dans le périmètre. Nous sommes, chers collègues, donnez-nous-en acte, avec cet amendement que j'ai présenté au nom de la commission en plein accord avec Loïc Hervé, dans le périmètre qui a été édicté pour l'article 45, qui n'est pas fait pour faire plaisir à tel ou tel, mais pour que nous soyons le plus rigoureux possible et évitions évidemment des risques d'inconstitutionnalité sur lesquels nous ne sommes jamais à l'abri. J'ai donc écrit, nous avons écrit, les auditions conduites par les rapporteurs ont montré l'urgence et l'importance d'améliorer la réponse pénale sur 3 enjeux essentiels. Les violences faites aux élus, Madame Delattre s'est exprimée et elle a parfaitement raison. Et j'aurais aimé pouvoir prendre son amendement. Et je voterai des 2 mains lorsqu'il viendra en discussion la PPL qu'elle a faite avec des travaux remarquables et sur lesquels, évidemment, j'ai été 20 ans premier vice-président de l'Association des maires du Nord, évidemment que nous sommes complètement en phase avec tous ces sujets. Et les premières choses que nous ont dites les associations d'élus locaux, c'est les violences faites aux élus, sur lesquelles, je pense, il y a un large consensus. Et je vous en remercie. Dans cette Assemblée, nous sommes d'abord les représentants des élus locaux. Plus 57% depuis 1 an, nous a dit le ministre. On fait tous notre travail, je le sais, avec compétence et rigueur, quels que soient les bancs. On rencontre tous, toutes les semaines, des élus. C'est la première chose qu'ils nous disent en ce moment. La deuxième chose, c'est l'énergie, mais c'est un autre sujet dont on a débattu hier. Bon. Ensuite, j'ai mis les refus d'obtempérer et les rodéos urbains. Parce qu'évidemment, quand nous rencontrons et que nous auditionnons la conférence des procureurs, quand nous auditionnons le barreau, etc., il y a un sujet qui remonte en premier, dont on a débattu, c'est la police judiciaire, c'est clair. On ne l'a pas esquivé, ce sujet-là. Bon. Mais il y a un autre sujet qui remonte chez les policiers, c'est les refus d'obtempérer. Et je vous interpelle là-dessus. Moi, ce n'est pas un secret, mon père était commissaire de police. Et donc, j'ai auditionné, bien sûr, toutes les institutions, mais dans mon bon département du Nord, j'ai eu des tas de personnes que je connais qui m'ont dit « Est-ce que vous pouvez nous recevoir ?» J'ai dit « Oui, à titre informel, ça, je ne vais pas mettre ça. » Le rôle des rapporteurs, c'est d'auditionner d'abord les institutions. Mais j'ai voulu me faire une idée. Et j'ai écouté. D'ailleurs, je n'ai pas amené mes opinions, j'ai écouté ce qu'on me disait. Ce qui vient en premier chez les policiers que j'ai rencontrés, c'est les refus d'obtempérer. J'attire votre attention sur le fait que le ministre, et je suis très content d'avoir fait le débat sur l'article 1, parce qu'on aurait pu effectivement dire, écoutez, désolé, c'est un rapport d'orientation, il n'y a pas de disposition législative, perdons pas de temps, mes chers collègues. On n'a pas perdu notre temps. Et je remercie à nouveau le ministre du temps qu'il a pris pour répondre. De temps en temps, on se plaint que les ministres répondent, parfois sous tous les gouvernements, parfois rapidement. Il a pris beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie pour vous expliquer ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire. Et moi qui ai appartenu, comme Mme Rossignol d'ailleurs, à un gouvernement, je peux vous dire que de temps en temps, le ministre prend la plume lui-même. Il écoute son cabinet. Mais quand il veut imprimer une grande réforme
à son ministère parce qu'il est animé par ses convictions. On peut faire tous les reproches qu'on veut à M. Darmanin, mais chacun a bien compris à travers tout ce qu'il nous a dit qu'il était animé par une forte conviction sur les réformes qu'il nous présente. Il a répondu avec pédagogie. Et moi, j'ai été interpellé par ce chiffre. Parce que, M. Durin, vous savez très bien que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour vous, et réciproquement, on a fait ensemble une mission, on n'a eu aucune difficulté, parce qu'on a posé les problèmes et qu'on l'a fait, on ne l'a pas fait de manière partisane, mais dans le souci du traitement de l'image, que d'ailleurs, sur lequel a beaucoup travaillé Loïc Hervé, on a un rapport commun. Il n'y a pas eu la moindre difficulté d'arbitrage, d'accord ? Mais vous nous avez fait un amendement hier soir sur le texte, avant-hier soir sur le texte du ministre, où, ce qui est légitime, vous vous posiez la question, est-ce que c'est en alourdissant les peines que vous allez mieux lutter contre les refus d'obtempérer? Et je respecte l'opinion, je veux dire, je n'ai pas de... Je comprends dans la logique de vos arguments la cohérence de votre opinion. Et par définition, je la respecte. Et je ne vous cache pas que je me suis aussi posé cette question. Or, M. Durin, il vous a donné les chiffres suivants. Excusez-moi, M. le ministre, d'aller rechercher vos chiffres, mais le nombre de refus d'obtempérer a augmenté finalement de 27%. J'avais dit 17, c'est 27. Et pourquoi j'ai présenté? Parce que le ministre nous a fait une réunion de travail à la place Beauvau de toute la commission des lois et que j'ai été très interpellé par ce chiffre qu'il nous a donné. Mais les tirs, vous avez dit, en fait, depuis qu'on autorise les tirs de manière plus... Bon, finalement, ça s'aggrave, quoi. 2017, 102 tirs de la police nationale, 52 de la gendarmerie, 254. 2021, 157 tirs de la police nationale, 44 de la gendarmerie, 201. Autrement dit, les refus d'obtempérer augmentent fortement et le nombre de tirs, avec toutes les conséquences que ça suppose, et le drame que c'est, parfois pour des victimes qui sont à côté d'un conducteur fou, mais aussi le drame que c'est, permettez-moi de le dire, pour les policiers. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un policier, à 3 heures du matin, il tire comme un cow-boy. Non, pas du tout. C'est un drame d'utiliser son arme. Un drame. Bon. Eh bien, ça montre bien que le nombre de tirs a diminué, parce que chacun a bien conscience de la gravité des choses, mais que les refus d'obtempérer ne cessent d'augmenter. Et Monsieur le rapporteur, excusez-moi, mais c'est important, je défends 3 réponses en même temps. Pouvez-vous vous approcher du moment où vous présenterez la position de la commission? Quand j'ai été conseiller régional, c'était M. Mauroy, président, M. Diligent, vice-président, et M. Joseph. Et Diligent disait, je m'appelle Diligent, donc je vais vite, et vous vous appelez M. Joseph, donc vous êtes juste. Donc merci de votre compréhension, je m'approche de ma conclusion. Refus d'obtempérer, nous pensons que alourdir les peines aura un aspect préventif. Monsieur Benaroche, je vous réponds au passage sur les réductions de peines. Allez retrouver le PV du Sénat sur la loi sécurité globale, vous verrez la manière dont j'ai refusé des amendements qui allaient trop loin sur les réductions de peine, en prenant une partie de votre argumentation. Mais sur ce sujet-là, je le fais. Et je termine sur les rodéos urbains pour dire que les rodéos urbains, je ne propose pas qu'on sanctionne plus gravement tous les rodéos urbains. Je propose quand ils mettent en danger la vie d'autrui. Et on est bien sur les violences sur la voie urbaine. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vais rejeter tous les amendements, sauf celui de coordination rédactionnelle. Et donc, j'invite mes collègues à voter pour qu'ils puissent répondre aux préoccupations des uns et des autres. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement différent. Merci, Monsieur le Président. De quoi parle-t-on dans cet article additionnel souhaité par la Commission des lois, mais qui n'était pas dans le texte initial du gouvernement? Ce qui d'ailleurs me pousse à dire que sur le fond, on peut partager un certain nombre de constats évoqués par messieurs les rapporteurs. Sur la forme, nous nous posons une question qui est quand même celui du fait que ce soit peut-être un cavalier législatif, mais je comprends bien que la Commission, puisqu'elle l'a accepté en article 45, en discute.
Je donnerai un avis de sagesse pour l'ensemble des amendements, puisque on a eu l'occasion d'en parler avec les rapporteurs. Je partage totalement les constats qu'une grande partie du Sénat fait. D'abord sur les élus. Il est vrai que ces augmentations sont très importantes. À 35% d'augmentation des atteintes contre les élus, 1720 faits ont été constatés par le renseignement territorial. 898 faits ont visé des élus locaux, puisque évidemment lorsqu'on dit des personnes dépositaires de l'autorité publique, il n'y a pas que des élus locaux. C'est-à-dire une augmentation de 52% de ces faits sur les élus locaux et 78% d'augmentation par rapport à 2020. Donc voilà, je pense que Mme Delattre a tout à fait raison. Et d'après les remontées de l'ensemble des centres de veille du ministère de l'Intérieur, 1037 procédures établies impliquant un élu comme victime ont été constatées, dont 157 pour violence physique et 808 pour menaces ou outrage. Donc évidemment, c'est un problème très important. On peut être d'accord avec les dispositions de la commission des lois. Je veux redire pour les remises de peine que nous les avons supprimées de manière automatique, mais que nous n'avons pas supprimées de manière individuelle, s'agissant dans le texte porté par le garde des Sceaux, que s'il y a remise de peine, il y a effort de la part de la personne qui a été condamnée. Alors que la remise de peine automatique, c'était sans effort. Donc je pense que ce débat a été en partie tranché de manière générale. Après, il y a le problème particulier qu'évoquait monsieur le rapporteur. D'ailleurs, je veux dire effectivement que monsieur Daubresse a suivi, je crois, la position qui était celle conforme de notre droit pour les remises de peine. Sur les rodéos, qu'il ne faut pas confondre avec les refus d'obtempérer, de quoi parle-t-on? Depuis le 1er janvier 2022, nous avons constaté 3808 infractions de rodéo relevées contre 2737 en 2021 sur la même période. Évidemment, il s'agit des rodéos relevés soit par les services de police nationale, municipale, de gendarmerie, soit par les caméras de vidéoprotection. Ils ne prétendent pas constater l'ensemble des rodéos qui ne sont pas toujours faits sous une caméra de vidéoprotection ou sous un policier ou sous un policier ou d'un gendarme. Depuis le 15 mai, vous aurez constaté, à la suite de mes interventions notamment médiatiques, l'intensification des mobilisations des services de l'État pour lutter contre ces fléaux, vous l'avez tous dit, qui perturbent grandement la vie de nos concitoyens. 75 000 opérations de lutte contre les rodéos ont été mises en place, c'est-à-dire une augmentation de 50% des contrôles. 3250 véhicules saisis, ça on le doit à la loi que la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale a fait voter, que vous avez bien voulu accompagner, mesdames et messieurs les sénateurs, et 5350 interpellations réalisées dans ce cadre. On voit bien de quoi nous parlons. 3800 infractions constatées en 2021, en 2022, pardon, si on constate les chiffres de cette année. Il y a eu quasiment des interpellations sur tous les rodéos constatés lorsque les services de police et de gendarmerie étaient sur place. La question qui se pose, et finalement c'est la question que pose le rapporteur dans son amendement qui crée cet article, c'est quelles sont les suites judiciaires? Parce que je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que désormais les moyens de la police et de la gendarmerie sont assez forts pour intervenir pour ces rodéos. La question, c'est quelle condamnation et quelle poursuite pénale lorsqu'on fait ces interpellations nombreuses. Alors, nous avons les chiffres de l'année 2021. Parmi les 1325 mis en cause dans les affaires de rodéo qui ont été orientés ainsi par les différents parquets, 248 ont bénéficié d'un classement sans suite pour infraction non poursuivable, 22 d'un classement sans suite pour inopportunité des poursuites, 234 ont une mesure alternative aux poursuites, 61 personnes une composition pénale et 760 quand même, qui ont fait l'objet de poursuites qui sont encore en cours devant les tribunaux et donc allant vers une peine de prison ferme, en tout cas possible. Constatons qu'il n'y a donc que 22 classements sans suite pour inopportunité des poursuites. C'est-à-dire que je crois que les parquets ont compris quelles étaient l'intention du législateur et décident de poursuivre un maximum de choses. Si je prends toute l'année 2021 et donc par rapport aux années précédentes, 1159 personnes ont été condamnées pour une infraction de rodéo. Ce qu'il faudrait désormais voir, c'est quels sont les quantums de peine pour appliquer la réflexion de monsieur le rapporteur et donc quels sont les résultats des juges du siège. Mais en tout cas, je voulais apporter à votre assemblée ces chiffres également pour ceux qui nous regardent. Pour les refus d'obtempérer, qui ne sont pas pareils que les rodéos, mais un rodéo peut se transformer malheureusement en refus d'obtempérer. Donc évidemment, tout ça est lié. Nous comprenons la philosophie de l'amendement du rapporteur. 28 000 faits de refus d'obtempérer en 2021. Un refus d'obtempérer désormais tous les 20 minutes en zone police comme en zone gendarmerie. En augmentation constante, je pense que ça a été dit par monsieur le rapporteur. Je voudrais d'ailleurs souligner que parmi les refus d'obtempérer, il y a deux types de refus d'obtempérer. Il y a celui qui ne met pas en danger la vie d'autrui et il y a celui qui met en danger la vie d'autrui. Pour ceux qui sont mis en danger la vie d'autrui, c'est plus 41%
20% de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, et notamment évidemment les services de police, de gendarmerie ou les agents de sécurité civile, ou même les agents des autoroutes par exemple que l'on voit et qui parfois demandent à ralentir et qui connaissent malheureusement des conduites très dangereuses de la part de criminels de la route. Près de 20 000 faits sur les 9 premiers mois ont déjà été constatés en 2022, donc ça ne va pas s'arranger et que ces statistiques vont continuer à augmenter. Je voudrais ici souligner qu'il y a eu plus de 9 000 policiers et gendarmes blessés en mission depuis 3 ans sur les refus d'obtempérer. 9 000, mesdames, messieurs, c'est la première cause de blessures dans la police et dans la gendarmerie nationale. Donc pour toutes ces raisons, je veux dire à monsieur le rapporteur que nous comprenons et que nous approuvons l'article 7 bis, nonobstant peut-être la difficulté de forme, mais je fais confiance évidemment à votre commission des lois. Nous serons prêts à améliorer peut-être le dispositif s'il le permet à l'Assemblée nationale et s'il était voté. Par exemple, monsieur le rapporteur, j'ai constaté dans les services de police cet été, et pour voir quelle était l'amélioration que nous pouvions apporter à la loi qui avait été adoptée notamment en première lecture par l'Assemblée nationale, il y a notamment des difficultés de saisie des véhicules lorsque ces motos, ces quads, ces voitures sont officiellement prêtées puis déclarées volées. C'est-à-dire que je prends la voiture de mon camarade, je fais le tour en étant extrêmement dangereux, je me fais interpeller par les services de police et le camarade le sait, puisque un petit texto est échangé, et je déclare au service de police que ce camarade me l'a volé, évitant ainsi la saisie du véhicule. Alors que désormais, nous saisissons systématiquement ces véhicules. Donc il faut qu'on fasse attention à ces petits détournements de la procédure. Sans doute est-ce le genre d'amendement que le gouvernement pourrait porter ou si l'Assemblée nationale serait ouverte. Mais pour tout vous dire, nous avons donc un avis de sagesse sur l'ensemble des amendements, avec ces arguments, et peut-être un avis favorable à l'amendement de coordination du rapporteur, évidemment, qui ne porte pas à préjudice. Monsieur Durin a redemandé la parole pour une explication de vote. Merci, Monsieur le Président. J'ai largement exposé ce qui nous avait déterminé à déposer ces amendements de suppression sur rodéo urbain et refus d'obtempérer. Sur les rodéos urbains, nous en questionnons l'efficacité. Sur les refus d'obtempérer, nous ne partageons pas la réflexion initiale et les constats. Notre groupe va prendre ses responsabilités. Nous sommes extrêmement attachés à la défense de l'exercice du mandat d'élu, mis en cause par des agressions verbales, des agressions physiques. Il y a des exemples dans tous nos départements, et dans le département de Saône-et-Loire que je représente ici avec d'autres sénateurs et sénatrices. Récemment encore, un maire a abandonné son mandat pour avoir été agressé par un de ses concitoyens. Donc, nous voterons cet article et nous allons continuer le combat sur les refus d'obtempérer, notamment au moyen de l'amendement 119 déposé en article additionnel après l'article 7 bis, pour aller au bout des arguments que nous souhaitons défendre, tout en ne partageant pas les prémices de la réflexion du rapporteur sur ces 3 objets qui nous semblent de nature différente et qui nous amènent à finalement pencher du côté du vote favorable, alors que sur 2 des aspects, nous sommes plutôt opposés. Monsieur Benaroche, pour explication de vote sur l'un des amendements. D'une manière plus précise en fait sur les refus d'obtempérer, parce que sur le reste tout a été dit, je pense, par mes collègues, et je partage et l'opinion concernant les élus et l'opinion concernant Jérôme Durin sur les rodéos. Ce qui me gêne et ce qui me dérange en fait dans ce qui a été rajouté sur les refus d'obtempérer, je pense que la démonstration des éléments qui nous ont été donnés par monsieur le ministre chiffrés sont un constat sur lequel il faut effectivement s'interroger de la même façon, et je vous en remercie d'ailleurs monsieur le ministre, de la même façon d'ailleurs qu'il faut s'interroger aussi sur, on va dire, c'est pas des bavures, c'est plus que ça, sur les drames qui arrivent aujourd'hui, drames que vivent en premier lieu les forces de l'ordre et bien entendu que vivent les personnes qui en sont les victimes lors de ces refus d'obtempérer. Alors, il semblerait, et c'est ça qui nous choque, la solution qui nous est proposée, c'est une solution qui dit finalement, si on veut régler ça, il faut augmenter les peines. Bon, on sait très bien, je me permets de dire d'ailleurs à monsieur le rapporteur que
les auditions qui ont pu être menées et d'autres auditions qu'on pourrait mener d'ailleurs dans le cadre d'autres lois montrent bien qu'en fait c'est pas l'augmentation de peine sur ce sujet qui va résoudre le problème aujourd'hui des refus d'obtempérer. Je rappelle aussi d'ailleurs que nonobstant les peines, dans beaucoup d'autres pays, les refus d'obtempérer, même s'ils sont importants, ne débouchent pas sur le nombre de drames que nous avons vécu en France et que nous vivons aujourd'hui. Ça montre quoi, me semble-t-il, dans une certaine cohérence de réflexion? Ça montre que ce n'est pas la peine qui fait le problème. Ce qui fait le problème, c'est plusieurs choses. C'est la formation des policiers, c'est la façon d'utiliser les armes, c'est la façon de faire ces contrôles qui ensuite aboutissent sur ces refus d'obtempérer. Sur tout cela, nous sommes d'accord pour collaborer, faire une mission, réfléchir, auditionner. Mais il nous paraît prématuré, pour reprendre vos termes, monsieur le rapporteur, sur d'autres sujets, aujourd'hui, d'introduire une seule solution, comme si c'était la solution unique qui risque d'occulter ce problème, mais pas pour longtemps, parce que ça continuera, même peine augmentée, d'être un problème auquel nous nous heurterons. Je vais mettre aux voix les 4 amendements suivants, qui sont évidemment différents, donc ce sont bien 4 votes. Je mets d'abord aux voix l'amendement 64 présenté par monsieur Benaroche, qui est favorable. 3, 5, 7, 8, 9. Quels sont ceux qui sont contre? 10. Il n'est pas adopté. Nous passons au deuxième amendement numéro 28 présenté par monsieur Durin. Quels sont ceux qui sont pour? 9. Quels sont ceux qui sont contre? Il n'est pas adopté. Amendement 29, est-ce que c'est le même vote? Même vote, pas adopté. Et enfin, l'amendement 227 de la commission qui a obtenu un avis peut-être favorable, si je me rappelle bien, du gouvernement. Bien. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Adopté.